Si tu restes obsédé par l'idée de montrer tes progrès, tu ne feras que construire une image fragile. La discipline silencieuse ne se remarque pas, mais elle se ressent dans tes résultats. Il peut te falloir des années pour le comprendre, ou tu peux décider d'arrêter de vivre pour l'approbation des autres. Il ne s'agit pas ici de paraître intelligent, mais d'arrêter de jouer pour la galerie et de commencer à discipliner ton caractère. Ici, ce n'est pas l'image que tu renvoies qui compte, mais ce que tu fais quand personne ne te regarde. Si tu dépends de la validation extérieure, chaque pas que tu fais t'éloigne un peu plus de ton propre jugement. Tu n'es fort que lorsque tu peux tenir debout sans témoins ni applaudissements. Et la plupart n'y parviennent pas, car ils ne supportent pas le silence. Mais c'est là que se construit la véritable valeur. Tu ne l'obtiendras pas en postant tes progrès, ni en racontant ce que tu vas faire. Tes paroles valent moins que tes actes, et tes actes valent moins que ta constance. La cohérence ne s'annonce pas, elle se démontre. Si tu cherches l'admiration, tu deviens esclave de l'opinion des autres. Quand tu agis pour toi et que tu tiens ta parole, c'est là que la différence commence. Tu n'as pas besoin de preuves publiques que tu es en train d'évoluer. Tu as besoin d'une discipline privée qui ne demande ni permission ni explication. Reste jusqu'à la fin si tu veux apprendre à discipliner ton esprit et ton corps, à reconstruire ta parole, à créer une valeur authentique et à tenir dans l'ombre, car cette dernière est la plus difficile à accepter. Avant de continuer, abonne-toi et active. Leçon 1. Cesse de rapporter chaque progrès. Éviter la validation constante t'apporte un respect authentique. Ton problème n'est pas le manque de progrès, c'est le besoin constant de le montrer. L'erreur consiste à traiter chaque petite avancée comme si elle nécessitait des témoins, en attendant une réaction extérieure qui n'est jamais suffisante. Tu ne grandis pas si chaque pas doit être vu. La règle est claire, la véritable croissance est silencieuse. Celui qui cherche l'approbation à chaque mouvement perd le contrôle de son processus intérieur. Quand tu rends public chaque réussite, tu transfères ton pouvoir, tu deviens dépendant de la reconnaissance et non de l'avancement. Le respect ne se gagne pas par le nombre de notifications, mais par la discipline que tu maintiens lorsque personne ne regarde. Si tu franchis la limite et t'habitues à tout rapporter, ton caractère s'affaiblit. L'autocontrôle se perd et les gens le remarquent. Ils ne te voient pas fort, ils te voient en demande. La croissance authentique ne fait pas de bruit car elle repose sur la valeur intérieure, non sur la réaction des autres. Si ta motivation dépend des applaudissements, tes progrès sont fragiles. Au bureau, il suffit d'observer la dynamique. Tu termines une présentation et à peine le fichier envoyé, tu le mentionnes à voix haute, espérant que quelqu'un lève la tête et t'accorde un mot d'approbation. Au début, tes collègues acquiescent, lancent un « bien joué » automatique sans détourner les yeux de leurs écrans. Avec le temps, la reconnaissance se fait plus rare. Certains ne répondent même plus. Le silence est sec, inconfortable. Tu commences à remarquer que lorsque tu entres dans la salle, les conversations ne s'arrêtent pas. Personne n'attend que tu rapportes quoi que ce soit, car personne ne le demande. La perception change. Tu n'es plus l'efficace, tu es celui qui cherche l'attention. À la salle de sport, c'est pareil. Une fois la séance terminée, tu sors ton téléphone, tu filmes la dernière série, tu postes l'histoire. Au début, les messages arrivent, les pouces levés aussi. Ensuite, c'est l'écho. Moins de réactions, moins d'intérêt. On te regarde du coin de l'œil depuis l'accueil, les coachs continuent leur routine. Tes progrès, qui étaient personnels, dépendent maintenant de la réaction d'un écran. Quand elle ne vient pas, le doute t'envahit. L'élan s'éteint. À la maison, avec ton partenaire, tu mentionnes chaque petit effort. Aujourd'hui, j'ai médité 10 minutes. J'ai préparé un repas sain. Je n'ai pas regardé mon téléphone pendant le dîner. Au début, un sourire, un « c'est bien ». Puis, un simple « le regard sur le portable, le geste distrait. Ce qui était un mérite devient une routine, et la routine, un bruit de fond. Le respect se dilue dans la répétition. Ainsi,
Tes progrès deviennent une monnaie d'échange pour de l'attention. Et quand l'entourage cesse de réagir, tu te décourages, tu perds ta constance et tu te demandes pourquoi le respect ne vient pas. La vérité est simple. Celui qui a besoin de montrer chaque pas n'avance jamais en silence. Et le respect authentique ne se négocie jamais en public. Le résultat te montre la vérité. Si tes progrès ont besoin de témoins, ce n'est pas de la discipline, c'est de la dépendance. La maîtrise s'exerce en l'absence d'applaudissements. Deuxième point. Leçon 2. Ne cède pas face à l'inconfort. Résister à l'impulsion d'abandonner renforce ton caractère. Sénèque a dit « Ne parle que si tu peux améliorer le silence ». En pratique, élimine le superflu et dis uniquement l'essentiel. La véritable croissance ne s'annonce ni ne s'exhibe. Elle se construit dans l'inconfort, dans cet espace où la majorité préfère se taire ou renoncer. La règle est simple. La discipline silencieuse est la base du caractère. Ne cherche pas l'approbation des autres et ne te laisse pas distraire par ce qu'ils pensent de toi. Ce qui compte, c'est la valeur intérieure, non l'apparence publique. La plupart abandonnent dès que l'inconfort apparaît. Ils renoncent quand personne ne les voit, lorsque l'effort cesse d'être reconnu ou applaudi. Mais le caractère ne se forme pas sous les projecteurs, il se forge dans la solitude de tes décisions inconfortables. Si tu n'agis que lorsqu'il y a des témoins, tu n'as pas de discernement, tu as peur de perdre ton image. La discipline silencieuse élimine l'inutile, tu ne te justifies pas, tu ne cherches pas d'excuses, tu n'as pas besoin d'applaudissements. Tu fais ce que tu dois, même si personne ne le remarque. C'est cela, l'autocontrôle. Observe un matin ordinaire au bureau. Il est 8h15. Le couloir est presque vide. On entend le bourdonnement des lumières. Tu t'assois et ouvres le tableur. Le chef ne commande plus tes progrès. Les courriels restent sans réponse. La salle de réunion demeure fermée. Personne ne regarde ton écran. Personne ne demande tes résultats. Là, dans l'anonymat, la tentation de relâcher l'effort est constante. Laisser une formule sans vérifier, repousser le rapport, laisser refroidir le café en surfant sans but. Mais tu choisis de rester. Tu vérifies les détails, corriges les erreurs, termines la tâche. Personne n'en parle, tu ne t'y attends pas non plus. À la salle de sport, la pièce est presque vide. L'écho des haltères qui tombent, la sueur dans les paumes, le miroir embué. Pas de regard curieux ni de camarades pour encourager. C'est à toi de faire la dernière série. Le muscle brûle, l'esprit cherche des excuses. Tu pourrais partir et personne ne le saurait. Mais tu te places sous la barre, inspire et termine la série. À la fin, tu n'entends que ta respiration. L'employé nettoie le sol sans te regarder. Tu quittes les lieux. Il n'y a pas de félicitations, seulement la satisfaction âpre d'avoir accompli. À la maison, la relation s'éteint dans la routine. L'autre rentre fatigué, se sert le dîner en silence, les couverts résonnent contre l'assiette. Pas de mots de remerciement, pas de geste de reconnaissance. Tu pourrais arrêter de demander comment s'est passée la journée, tu pourrais éviter l'étreinte. Mais tu choisis de rester à table, tu écoutes la réponse brève, tu redemandes, tu débarrasses les assiettes. Personne ne le célèbre, personne ne le remarque, mais la relation ne s'effondre pas, elle persiste. Les conséquences ne sont pas immédiates, personne ne t'applaudit, mais on ne te reproche rien non plus. L'entourage commence à percevoir une constance qui n'a pas besoin d'être proclamée. La confiance, lentement, s'installe. Les erreurs diminuent, les résultats s'accumulent, la perception change. Tu n'es plus celui qui cherche la reconnaissance, tu es simplement celui qui fait. Ce n'est pas le destin, c'est ton comportement répété, ce n'est que le début. Maîtrise, agir sans témoin. Leçon 3. Tiens tes promesses, même si personne ne regarde. Honorer ta parole fait de toi une personne digne de confiance. Ne cherche pas d'excuses. Fais ce que tu as dit que tu ferais, même si personne ne regarde et que personne ne va te le reconnaître. Agis avec la même exigence lorsqu'il n'y a pas de témoin. Le critère se démontre en privé.
La règle est claire, ta parole est un contrat, pas une décoration. Ce que tu promets, tu l'accomplis. Peu importe les applaudissements, les likes ou les témoins. La véritable valeur ne se mesure pas à la réaction des autres, mais à la cohérence que tu maintiens dans le silence. Si tu n'accomplis que lorsque tu es observé, tu es esclave de l'approbation et otage de l'image. Ainsi, il n'y aura jamais de maîtrise intérieure. La discipline silencieuse organise ta vie de l'intérieur, pas à partir du bruit extérieur. Chaque fois que tu cèdes à la facilité de laisser quelque chose à moitié fait parce que personne ne va s'en rendre compte, tu renforces le désordre et perds le contrôle. Le respect que tu recherches commence avec toi, et seulement avec toi. Réfléchis-y. Tu as promis de rendre un rapport à temps au travail, mais comme ton chef ne t'a rien demandé, tu repousses jusqu'à ce qu'on te le réclame. Tu dis que tu vas t'entraîner 3 fois par semaine, mais si personne ne te pose de questions, tu arrêtes d'y aller. Tu as convenu avec ton partenaire de résoudre un problème, mais puisqu'il n'en parle pas, tu l'ignores. Ce schéma n'est pas un hasard. C'est un manque de critères, un manque d'ordre, un manque de respect pour ta propre valeur. Si ta parole n'a de valeur qu'en situation de pression, tu n'auras jamais la véritable confiance de personne, pas même la tienne. Il y a plus. Observe ce qui se passe lorsque tu manques à tes engagements en silence. Le mail promis que tu n'as jamais envoyé, cet appel que tu avais dit que tu ferais et que tu as oublié, le projet personnel que tu as repoussé jusqu'à ce qu'il devienne invisible. Personne ne te fait de reproches, mais la dette s'accumule. Tu commences à le remarquer dans les détails. Tu te regardes dans le miroir et évites de soutenir ton propre regard. Le dimanche soir, le poids des tâches non accomplies t'accompagne au lit. Lors d'une réunion, quand quelqu'un demande qui peut s'occuper d'un sujet, personne ne te regarde. Les opportunités cessent d'apparaître. Tu deviens invisible aussi pour les autres. Le respect ne se perd pas dans les cris, mais dans les longs silences et les promesses rompues que personne ne mentionne. Le jour où tu décides de tenir parole, même si personne ne t'observe, la dynamique change. Tu termines ce rapport même si personne ne l'a demandé, et en l'envoyant en avance, le silence se brise. Ton chef lève les yeux, fait une pause, acquiesce sans un mot. Il n'y a pas d'applaudissements, mais pour le projet suivant, on vient te voir en premier. À la maison, tu règles cette tâche sans que ton partenaire ait besoin de te le rappeler. Elle t'observe du coin de l'œil, ne dit rien, mais la tension baisse. L'ambiance s'ordonne, ta démarche change. La confiance s'installe dans les gestes quotidiens, dans la façon dont tu t'assois, dans le ton avec lequel tu réponds au téléphone. La conséquence est simple. Celui qui tient ses engagements sans témoin est maître de lui-même. Il n'a pas besoin de rappel, ni de surveillance, ni de promesses publiques. C'est la maîtrise. Dans la prochaine leçon, tu comprendras pourquoi ton critère ne dépend pas de l'opinion des autres, mais de ta capacité à rester ferme lorsque personne ne te regarde. Leçon 4. Élimine délibérément les distractions. Couper le superflu. Multiplie ta concentration quotidienne. Épictète a dit « Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais les opinions que nous avons à leur sujet. » En pratique, ton jugement est ta chaîne ou ta liberté. Si tu ne mets pas d'ordre dans ton attention, tu es prisonnier de ce que les autres décident de te montrer, et non de ce que tu décides de construire. La règle est simple. Chaque distraction que tu tolères affaiblit ta discipline et dilue ta valeur intérieure. La véritable croissance ne se mesure pas aux applaudissements ni aux réactions, mais au contrôle que tu exerces sur ce que tu laisses entrer dans ta journée. Tant que tu continues à laisser ouvertes les portes au superflu, notifications, messages inutiles, comparaisons constantes, ton énergie se disperse et ton discernement devient opaque. L'approbation extérieure est un mirage. Chaque fois que tu cherches une validation dans ce qui est visible, tu perds de la solidité dans l'invisible. Le respect de soi s'érode à chaque interruption que tu permets parce que tu n'as pas eu le courage d'établir des limites. Ce n'est pas le monde qui te distrait, c'est toi qui refuses de prendre le contrôle. Pense-y au travail. Tu as une tâche clé.
mais tu vérifies WhatsApp toutes les 5 minutes. Tu réponds à des messages sans importance et tu passes d'un onglet à l'autre. Tu termines la journée fatigué, avec l'impression d'avoir beaucoup fait, mais sans avancer sur l'essentiel. Ou à la salle de sport. Tu y vas, mais chaque pause est remplie par les réseaux sociaux, à regarder la vie des autres au lieu de renforcer la tienne. Même dans ta relation, au lieu d'écouter vraiment, ton attention est partagée entre l'écran et la personne. Le résultat est le même, présence superficielle, progrès nul. Transporte cela à un après-midi ordinaire. Tu ouvres ton ordinateur portable pour finir un rapport en retard. La notification vibre, l'écran clignote. Quelqu'un t'identifie sur une photo, un autre groupe envoie des mèmes, la boîte mail se remplit de sujets urgents. Aucun ne te concerne. Tu regardes l'horloge. 2 heures se sont écoulées. Le rapport n'a pas bougé. Le bureau est couvert de tasses vides et de papiers non lus. Le téléphone reste à portée de main, jamais en mode silencieux. Tu lèves les yeux et tu vois ton reflet dans la fenêtre. Regard fatigué, mâchoire tendue. La sensation de vide est palpable. Dehors, la lumière change, mais tu restes bloqué sur le même paragraphe. À la maison, la scène se répète. Le dîner refroidit pendant que tu réponds à des messages dont tu ne te souviens plus après. La télévision fait du bruit en fond, mais tu ignores ce qui se dit. Quelqu'un te demande comment s'est passée ta journée et tu te contentes de hausser les épaules. Personne n'insiste. Le silence s'installe. À table, les gestes sont automatiques, les dialogues courts. La déconnexion se lit dans les détails. Regard absent, réponse monotone, absence de vraies questions. Le lendemain, la perception change. Les autres remarquent ton absence, même si tu es là. Les supérieurs doutent de ta fiabilité. Tes collègues cessent de t'inclure dans les décisions importantes. À la maison, la distance s'agrandit. Les conversations deviennent une formalité. Les plans se font sans te consulter. Le respect se perd dans l'invisible et quand tu essaies de le regagner, tu découvres que tu n'as plus de crédit. Ce n'est pas le destin. C'est ta conduite répétée. Et il y a plus. Maîtrise la porte de ton attention. Leçon 5. Décide de ta voix sans chercher l'approbation. Prendre des décisions seul renforce ton énergie intérieure. Tu es en réunion et avant de donner ton avis, tu jettes un coup d'œil pour guetter la réaction des autres. Tu envoies un message important et tu attends la double coche bleue, inquiet de la réponse. Ou tu hésites avant de prendre une décision simple, craignant ce que les autres penseront si tu te trompes. C'est ainsi que tu dilues ta force, en consultant chaque pas, en attendant une permission qui ne viendra jamais. Le principe est simple, la véritable croissance exige une discipline silencieuse et une concentration absolue sur ta valeur intérieure, non sur l'opinion d'autrui. Quand tu remets ta direction à l'approbation extérieure, tu deviens dépendant et prévisible. Le respect ne se construit pas en demandant la permission. Il se gagne en prenant des décisions et en les assumant, même si personne n'applaudit. La discipline silencieuse, c'est agir sans exposer ton processus à l'opinion publique. Si tu cherches l'approbation avant d'agir, ton discernement s'affaiblit. La valeur intérieure se forge dans la solitude, au moment où tu décides sans témoin, sans besoin de reconnaissance. Chaque fois que tu doutes et consultes avant d'agir, tu abandonnes ton pouvoir de décision. Et lorsque ta conduite dépend des applaudissements, tu ne développes jamais une véritable autonomie. Exemple du quotidien. Tu es sur le point de changer de travail. Au lieu d'analyser tes propres raisons et de prendre la décision, tu appelles 3 amis, tu demandes l'avis de ton partenaire, tu consultes des forums. Au final, ton choix est la moyenne de ce que les autres pensent, pas le reflet de ton caractère. Ou à la salle de sport. Tu t'arrêtes au milieu de la série parce que tu remarques que personne ne te regarde. Et tu as l'impression que ton effort ne compte que s'il est visible. Ainsi, tu prends l'habitude de mesurer ta progression selon la réaction des autres et non selon tes propres critères. Même dans les petites choses, tu envoies un message et si tu ne reçois pas de réponse immédiate, tu t'inquiètes, tu doutes de toi. Cette habitude te rend faible, anxieux, toujours à la merci de la validation extérieure.
Et le vrai progrès n'arrive jamais, parce que tu n'agis jamais par conviction, seulement par réaction. Autre scène, tu sors dîner avec un groupe et, devant le menu, tu attends que tout le monde commande avant de te décider, observant leur plat pour ne pas détonner. Lorsque le serveur arrive, ta voix est à peine audible, tu hésites une seconde de trop. Quelqu'un te demande pourquoi tu as choisi cela et tu te justifies alors que personne ne l'a demandé. La conversation continue, mais ton insécurité flotte dans l'air, invisible mais perceptible. Tes gestes te trahissent. Tu jettes des regards en coin, tu acquiesces trop, tu souris excessivement en quête d'acceptation. À la fin de la soirée, tu repars avec la sensation de ne pas avoir été présent, d'avoir agi uniquement pour t'intégrer. Les conséquences s'accumulent. Au bureau, tes collègues commencent à percevoir ton indécision. Ils ne te sollicitent pas lorsqu'il faut résoudre une urgence. Cela se voit dans les silences gênants avant que tu ne parles, dans les regards échangés en attendant que quelqu'un d'autre prenne l'initiative. Ta valeur perçue diminue. L'opportunité n'attend pas celui qui doute. Ce n'est pas le destin, c'est ta conduite répétée. Cette erreur paraît petite. La suivante ne l'est pas. Maîtrise. Le silence est une position. Leçon 6. Fixez des limites claires à ceux qui absorbent votre temps. Protéger votre espace vous permet de grandir solidement. Il y a une chose que tu dois accepter. Si tu ne poses pas de limites claires, d'autres décideront à quoi tu consacres ton temps et ton énergie. Ce n'est pas un hasard si tu te sens vidé ou si tu n'avances pas. C'est la conséquence directe d'avoir laissé ton espace disponible à n'importe qui. Le principe est simple, ta véritable croissance dépend de la protection de ton temps contre ceux qui l'absorbent sans rien apporter. Si tu ne sais pas dire non, ta discipline s'effondre avant même d'avoir commencé. Il ne s'agit pas d'être dur sans raison ni de devenir inaccessible. Il s'agit de reconnaître l'auto-illusion. Tu crois que rester toujours disponible te rend plus précieux, mais cela ne fait que te rendre plus manipulable. Les personnes qui ne respectent pas ton temps apprennent vite qu'elles peuvent t'interrompre, te demander des services, te distraire avec leurs urgences. Tu deviens la ressource facile, celui qui ne dit jamais stop. Et pendant que tu cherches l'approbation ou que tu crains de déplaire, eux font avancer leurs propres projets. Tous ces sacrifices silencieux ne te rapprochent pas de tes objectifs. Ils t'enfouissent seulement dans l'agenda des autres. Au travail, tu es celui qui répond aux messages WhatsApp en dehors des horaires, celui qui prend en charge les tâches des autres parce qu'il ne sait pas dire non. Il suffit de regarder ta boîte de réception, des messages sans importance, des demandes de dernière minute, des réunions inutiles auxquelles tu assistes seulement par obligation. Dans ton groupe d'amis, tu es celui qui est toujours disponible, même si tu annules tes propres projets. Tu reçois des appels inattendus, des messages pour résoudre des problèmes qui ne te concernent pas, des invitations de dernière minute auxquelles tu acceptes, même si tu as d'autres priorités. En couple, tu cèdes ta routine quotidienne pour t'adapter au rythme de l'autre, même si cela te laisse 100 ans pour t'entraîner, lire ou travailler sur ce qui compte vraiment. Tu remarques que tes livres prennent la poussière, que tes vêtements de sport restent dans l'armoire et que ta liste de tâches personnelles ne diminue jamais. À la fin de la journée, tu te demandes pourquoi tu n'avances pas, mais la réponse se trouve dans chaque minute que tu as offerte par peur de déranger. Ne pas poser de limites n'est pas de la générosité, c'est un manque de discernement. Une croissance solide exige une discipline silencieuse. Organiser ton temps, protéger ton espace, apprendre à dire non sans donner d'explications inutiles. Si tu ne le fais pas, ta journée se remplit des tâches des autres et de demandes qui ne te concernent pas. La conséquence est claire. Tu perds le contrôle de ton propre développement. Tu stagnes. Les autres commencent à s'y attendre de ta part. Ils ne demandent même plus si tu peux. Ils supposent simplement que tu le feras. Le signe d'agacement, quand enfin tu oses refuser, le silence gênant dans le groupe, le regard de désapprobation, autant de signes que tu as laissé les autres définir tes limites trop longtemps. Dans la prochaine leçon,
Tu vas découvrir comment distinguer une critique que tu dois écouter d'une opinion qui ne vise qu'à te freiner. Leçon 7. Ne confonds pas progrès et exhibition. Se montrer moins et construire plus donne des résultats réels. Tu es à la salle de sport. Tu viens de terminer une série lourde et sans réfléchir, tu sors ton téléphone. Tu te regardes dans le miroir, ajuste ton t-shirt pour mettre en valeur ton bras, pointe la caméra et prends un selfie. Tu le publies dans tes stories avant même que ta respiration ne redevienne normale. Tu n'as même pas fini ta séance. Entre chaque série, tu vérifies qui a vu la photo, si quelqu'un a répondu, s'il y a un emoji flamme. Tu veux que les autres voient que tu fais le travail, que tu n'es pas comme les autres. Mais quand personne ne réagit, tu restes là à regarder l'écran. La sueur sur ton front ne suffit pas. Tu as l'impression que tes efforts ne comptent que s'ils sont reconnus. Tu relâches l'intensité. Au final, tu quittes la salle avec la sensation qu'il manque quelque chose, sans savoir quoi. La règle est simple, la croissance réelle se fait en silence, pas en vitrine. Ce qui compte, c'est ce que tu construis quand personne ne te regarde. Le muscle se forme quand il n'y a pas de caméra, quand le seul témoin est la douleur dans ton avant-bras et le miroir embué. Chaque fois que tu privilégies montrer tes progrès plutôt que de faire le travail, tu en paies le prix. Tu échanges la discipline contre l'exposition. Tu offres ton énergie à l'approbation extérieure. Le progrès authentique s'affaiblit quand tu le nourris de validation extérieure. L'attention est addictive, mais elle ne donne pas de résultat. Tu perds ta concentration. Tu deviens dépendant de la réaction, pas du résultat. Et cette dépendance te rend moins constant. Parce que quand il n'y a pas d'applaudissements, ta motivation s'en va. Et c'est là que la majorité abandonne. Regarde au travail. Tu as une idée, à peine une ébauche. Avant même de la concevoir, tu cours l'annoncer sur le groupe WhatsApp. Tu écris « Je prépare quelque chose de grand ». Ah, tu attends la réaction. Quelques emojis, un ou deux, waouh, mais rien de plus. Quand la vague de félicitations n'arrive pas, tu ouvres le fichier, le regardes quelques minutes et le refermes. Le projet est mis en pause. Les jours passent et l'enthousiasme s'évapore. Le fichier se perd parmi d'autres tâches. Personne ne demande le résultat et toi non plus tu n'en reparles. L'avancée ne se concrétise jamais. Ou dans la relation, tu dînes avec ton partenaire et, avant de goûter la première bouchée, tu prends une photo. La meilleure compagnie, écris-tu. Tu publies l'image, vérifies les likes. Quand l'attention retombe, quand personne ne commente, tu te demandes s'il y a vraiment quelque chose de spécial. Tu commences à chercher des moments postables au lieu de moments réels. Les silences à table deviennent gênants parce qu'il n'y a plus rien à montrer. Le coût est évident. Tes progrès dépendent du regard des autres, pas de tes propres standards. Et cela te rend fragile. Il y a des conséquences visibles. Ton entourage commence à remarquer la différence. On te demande moins de nouvelles de tes projets parce qu'on sait que tu ne cherches qu'une réaction. À la salle, ceux qui progressent vraiment t'ignorent. Au travail, tes idées perdent de la valeur parce qu'elles n'aboutissent jamais à des résultats. Dans la relation, ton partenaire sent la distance. Les gestes changent, moins de contact visuel, plus de temps sur le téléphone, des phrases plus courtes. Le résultat te montre la vérité. Et il y a plus. Leçon 8. Apprends à être fort dans la solitude. Soutenir ta discipline sans témoin est la véritable épreuve. Il y a quelque chose qui paraît inoffensif. La plupart ne gardent le contrôle que lorsque quelqu'un les regarde. Ils font des efforts s'il y a un public, s'ils attendent des applaudissements ou au moins une réaction. Mais lorsque la porte se ferme et qu'il n'y a pas de témoin, toute cette prétendue exigence se dissout. La vraie règle apparaît lorsque personne n'observe. Le principe est clair, ta discipline réelle se mesure dans la solitude, pas dans l'exposition. La valeur intérieure ne se négocie pas avec le regard des autres, ni ne se confirme par l'approbation d'autrui. La raison est directe et dure. Personne ne va arrêter l'horloge pour que tu te mettes en ordre. L'année avance de la même manière, sans attendre que tu résolves tes excuses, tes doutes ou tes distractions.
La vérité est que ce ne sera pas le plus faible qui souffrira en 2026, mais celui qui reste distrait, piégé dans la routine de chercher la validation et de remettre à plus tard des décisions inconfortables. Il est clair que le monde ne s'arrête pas pour applaudir ceux qui promettent beaucoup et font peu. Le coût de l'indécision est extrêmement élevé et la dette intérieure s'accumule jour après jour. Si tu continues à attendre de te sentir prêt ou que l'environnement s'améliore, la seule chose que tu obtiendras est un autre cycle de frustration et d'auto-tromperie. La plupart des gens répètent le même schéma. Motivation superficielle le premier mois, justification lorsque les obstacles arrivent et finalement la résignation silencieuse. La véritable transformation ne se produit pas lorsque les autres te regardent, mais dans ces moments où personne ne prête attention et où tu choisis d'agir avec fermeté. Cette année ne va pas te changer, c'est toi qui décides si l'histoire se répète ou si, enfin, tu prends le contrôle. Il ne s'agit pas de résister à l'extérieur, mais d'entraîner le caractère à l'intérieur. Tu seras jugé par tes actes, pas par tes intentions. La cohérence est un muscle, et elle ne se renforce que par la pratique, pas par des discours. Si tu veux une année différente, commence par laisser derrière toi le bruit de l'approbation externe et entraîne ta autodiscipline comme si ton avenir en dépendait, car il en dépend. Personne ne va te donner la permission de te transformer. C'est toi qui te la donnes, ou ça n'arrive pas. 1. Parle moins, agis avec détermination. Personne ne te prend au sérieux parce que tu ne le fais pas non plus. Tu parles trop et agis peu. C'est la vérité que la plupart préfèrent ignorer. Tu passes ta journée à expliquer ce que tu vas faire, à lancer des plans dans l'air, promettant que cette fois-ci, oui, que maintenant tu vas te discipliner, que tu vas changer, que tu vas commencer. Mais chaque mot que tu jettes sans soutien est une dette mentale qui s'accumule. Ton cerveau s'habitue à l'inflation de tes promesses vides et avec le temps, même toi, tu ne crois plus à tes déclarations. À quoi bon répéter tes intentions si tu ne les transformes jamais en décisions concrètes? Les personnes fortes ne perdent pas de temps à se justifier, ni n'ont besoin d'annoncer leur discipline ou leur concentration. Elles agissent simplement. L'habitude de parler moins et d'agir avec détermination est la base de l'autodiscipline. Chaque fois que tu remets l'action à plus tard pour expliquer, chaque fois que tu cherches une validation avant de te déplacer, tu t'entraînes à la faiblesse et tu deviens accro au confort des mots faciles. Parler est bon marché, même agréable, car cela te donne une fausse sensation de progrès. Ce n'est pas du progrès, c'est de l'auto-tromperie. Le monde à venir n'attendra pas que tu termines ton discours intérieur, ni que tu demandes la permission de commencer. La véritable différence entre ceux qui avancent et ceux qui restent coincés dans des cycles de frustration n'est pas le talent ni la chance, c'est la capacité de se taire et de commencer. Si tu te reconnais dans le schéma de planifier éternellement, de partager tes idées en espérant que quelqu'un t'applaudisse avant de te déplacer, il est temps de briser ce mécanisme. Personne ne te doit de reconnaissance pour ce que tu penses faire. Le respect se gagne par des actes, pas par des mots. Tes excuses ne produisent pas de résultats. Tes explications ne renforcent pas ton caractère. Tes justifications ne te rapprochent pas d'un centimètre de la vie que tu souhaites. Le véritable progrès ne se discute pas, il s'exécute. Parle moins, fais plus. C'est la formule inconfortable, mais efficace. L'autodiscipline repose sur la capacité à faire ce que tu as dit que tu ferais. Même quand personne ne regarde, même quand personne ne te félicite. Tu n'as pas besoin d'exposer chaque étape, ni de chercher des témoins pour chaque avancée. L'excès de mots révèle de l'insécurité et une peur de l'engagement réel. La prochaine fois que tu ressentiras la tentation d'expliquer tes plans, tais-toi et fais-le. Tu n'as qu'une seule option si tu veux renforcer ton caractère pour ce qui vient. Arrêtez de parler, commencez à agir. Si tu ne le fais pas, l'année va te broyer, tout comme tous ceux qui vivent dans la fantaisie de l'intention éternelle. Le respect de soi commence par l'action, pas par la déclaration. Fais ce que tu as promis en silence et laisse les résultats parler pour toi. Les mots ne construisent pas, seules les décisions le font. 2. Arrête de chercher l'approbation extérieure.
Tu vas publier quelque chose sur les réseaux sociaux et avant de cliquer sur « Envoyer », tu relis une fois de plus chaque mot. Tu ne cherches pas des fautes d'orthographe. Tu vérifies si cela sonne suffisamment intéressant, si quelqu'un le remarquera, t'approuvera, mettra un « j'aime » ou simplement commentera. Tu ressens cette anticipation dans ton corps, une étrange nervosité, presque comme si ta valeur dépendait de la réponse des autres. Et quand le silence arrive ou que la réaction est tiède, l'esprit commence à travailler. Tu doutes de toi, tu modifies ta version. Tu te demandes ce que tu as mal fait ou pourquoi tu n'as pas réussi à te démarquer. Cette dynamique se répète de 1000 façons, pas seulement sur l'écran. Chaque fois que tu partages une idée en espérant l'assentiment de quelqu'un, chaque fois que tu demandes un conseil pour confirmer quelque chose que tu sais déjà que tu dois faire, tu te vends à bas prix. Le prix de ta tranquillité dépend de la volatilité de l'opinion extérieure. C'est un esclavage invisible, mais réel. Tu n'es pas conscient de la manière dont cette habitude s'installe. Ça commence petit. Enfant, tu cherchais le regard d'approbation de tes parents ou de tes enseignants, et cela avait du sens. Mais maintenant, adulte, tu continues d'attendre que quelqu'un lève le pouce avant d'avancer. Ce besoin d'être validé s'infiltre dans tes relations, dans tes décisions et même dans les rêves que tu te permets d'avoir. L'approbation extérieure est un poison doux. Elle apaise l'anxiété pendant un moment, mais ensuite elle te rend plus dépendant et moins maître de toi. Le mécanisme est simple mais dangereux. Quand la validation devient le but, tu cesses d'agir par conviction et commences à agir par réaction. Tu ajustes ton comportement comme on ajuste un déguisement, mesurant chaque mouvement selon ce que tu penses que les autres attendent de toi. Tu perds ta propre direction. Chaque fois que tu choisis l'approbation plutôt que l'authenticité, ton caractère s'affaiblit un peu plus. Il ne s'agit pas de te faire de pierre ni d'ignorer le monde, mais de comprendre que la seule approbation qui compte vraiment est celle qui provient de tes propres valeurs et décisions. Si tu t'entraînes à dépendre du regard des autres, ton autonomie se fracture et tu deviens un reflet, pas une personne complète. La vraie liberté commence lorsque tu cesses de demander la permission d'être qui tu es. Personne ne va te remettre une médaille pour avoir choisi ton chemin. Tu dois simplement le faire. Tant que tu continues à mendier de la validation, tu continueras à vivre en fonction des attentes des autres, pas de tes propres principes. Tu n'es maître de toi que lorsque tu cesses de négocier ta valeur avec le monde extérieur. Le respect que tu cherches à l'extérieur, tu ne peux le construire qu'à l'intérieur. Ta paix ne se trouve pas dans les applaudissements, elle est dans la cohérence avec ce que tu décides. Si tu as besoin d'approbation, tu ne seras jamais libre. 3. Entraîne ton esprit à la solitude. J'ai du mal à l'admettre, mais pendant longtemps, j'ai confondu la solitude avec une punition. Il y a une partie de moi qui, lorsque tout s'éteint et qu'il n'y a plus de messages ni de conversations, commence à chercher des distractions presque par réflexe. Ce n'est pas la peur du silence, c'est la peur de ce qui apparaît lorsque le bruit s'en va. L'insécurité, les choses en suspens, les questions que j'évite, les parties de ma vie qui restent non résolues. L'esprit se défend en inventant des urgences, en ouvrant les réseaux sociaux ou en cherchant n'importe quelle excuse pour ne pas rester seul avec soi-même. Ainsi s'installe un cycle. Chaque fois que je ressens de l'inconfort ou du vide, je me précipite pour le remplir d'interactions, de nouveautés, de l'illusion de compagnie. Mais ce mécanisme est un piège. Car dépendre de la présence ou de la réaction des autres pour se sentir stable te fragmente de l'intérieur, te rend faible au fond, même si en surface, tu sembles occupé et entouré de gens. Si tu l'analyses froidement, l'incapacité d'être seul n'est pas un symptôme mineur. C'est un signe que ton esprit ne se gouverne pas encore lui-même. C'est un indicateur que tu ne sais pas encore t'asseoir avec toi-même, regarder tes habitudes et dialoguer avec tes décisions sans fuir. La dépendance aux stimuli externes devient une sorte d'addiction invisible. Elle te garde occupé, mais jamais satisfait. Ne pas entraîner la solitude, c'est comme laisser le muscle de ton caractère sans exercice. C'est pourquoi tant de gens perdent le nord quand ils n'ont personne à consulter, quand les réseaux se taisent ou quand la validation ne vient pas.
La véritable maîtrise de soi commence lorsque tu deviens capable d'affronter tes pensées sans les déguiser en activité. Seul celui qui supporte le poids de son propre silence peut décider avec clarté. Le reste vit à la merci de ce qui se passe à l'extérieur. Entraîner l'esprit à la solitude est un processus inconfortable et lent. Cela implique de cesser de fuir devant l'inconfort et, au contraire, de rester. Observer les impulsions automatiques, l'envie de chercher l'approbation, l'urgence de partager tout ce que tu fais. Apprendre à ne pas fuir tes doutes et reconnaître quelles émotions sont les tiennes et lesquelles ne sont que des échos de ce que les autres attendent de toi. C'est comme faire l'inventaire de ton propre esprit. Tu vois ce qui est en trop, ce qui manque, ce que tu n'as jamais osé regarder. Cet exercice façonne le caractère plus que n'importe quel cours de motivation. La solitude n'est pas un vide, c'est un espace d'entraînement. L'esprit qui résiste à la solitude ne se brise pas devant l'abandon ni devant l'incertitude. Le point est pratique. Plus tu apprends à être seul, moins tu dépends de l'environnement pour prendre des décisions fermes. Le respect authentique naît dans ces espaces où personne ne te voit et où personne ne donne son avis. Si tu n'entraînes pas la solitude, n'importe quelle distraction te sort du chemin. Si tu l'entraînes, tu deviens une personne qui décide par conviction et non par réaction. Ne fuis pas la solitude, fais-en ta force. Ce que tu fais seul définit ce que tu es en public. 4. Réponds, ne réagis pas impulsivement. Tu frappes la table avec un doigt, sans t'en rendre compte. Le verre vibre, à peine, et dans ce geste minuscule se révèle tout un mécanisme. La tension monte rapidement, le corps réagit avant que tu aies le temps d'y penser. Et ce qui suit est une chaîne d'actions automatiques, des mots qui sortent d'un coup, des décisions prises à la hâte. C'est ainsi que fonctionnent les réactions impulsives, comme des ressorts cachés qui se déclenchent face à chaque stimulus, laissant ta volonté en arrière-plan. Il est facile de détecter ce schéma chez les autres. La personne qui élève la voix sans mesurer, l'ami qui lance une critique mordante à peine, il ressent une pincée d'inconfort. Le conducteur qui s'emporte pour une seconde de trafic et perd son calme pendant des heures. Mais il est rare que tu reconnaisses ce même reflet en toi, dans les petites explosions quotidiennes. Quand ton sourcil se fronce à peine, quelqu'un te contredit. Quand tu es déjà en train de répondre à un message sans penser si cela en vaut la peine. Quand tu te sens obligé d'intervenir dans une discussion qui ne te concerne pas. La réaction est un raccourci confortable, car elle économise l'effort de faire une pause et de traiter. Répondre, en revanche, est un autre type de mouvement. C'est la distance que tu mets entre le stimulus et l'action. Ce bref instant où tu respires et décides, au lieu de laisser l'émotion décider pour toi. Cela se remarque dans les gestes de ceux qui ont entraîné l'autocontrôle. Le regard qui reste ferme, même si la provocation est évidente, les mains qui ne tremblent pas en recevant une mauvaise nouvelle, la voix qui ne monte pas en ton même si l'ambiance est chargée de tension. Ce n'est pas de l'indifférence ni de la froideur, c'est une clarté intérieure qui permet de distinguer ce qui mérite ton énergie de ce qui ne demande qu'une réaction automatique. La différence entre réagir et répondre est la différence entre vivre à la merci de ce qui se passe à l'extérieur ou rester maître de soi. Celui qui réagit sans filtrer devient esclave de chaque situation, de chaque opinion, de chaque sursaut. Celui qui répond filtre le bruit et agit à partir d'une décision, pas d'une impulsion. Tu n'as pas à être une statue ni à faire semblant que rien ne t'affecte. Mais tu as besoin de cette petite marge de contrôle, cet espace mental où tu choisis ta prochaine étape au lieu de la déclencher sans réfléchir. La prochaine fois que tu sentiras la pression dans ta poitrine, l'urgence de te défendre, de répondre à une attaque, de te joindre au chaos, observe ton corps. Le pouls s'accélère, les muscles se tendent, le regard cherche la confrontation ou la fuite. C'est l'avertissement. À cet instant se joue la différence entre te perdre dans le bruit ou maintenir ta direction. Prends une respiration, compte jusqu'à 3. Décider est plus difficile qu'exploser, mais c'est aussi plus précieux. Le calme est une force,
pas une faiblesse. Celui qui répond maîtrise le jeu. Celui qui réagit joue seulement le rôle que les autres lui assignent. Tu n'es pas un ressort, tu es une volonté. Ne réponds pas à la vie, dirige ton mouvement. 5. Maintiens la cohérence sans témoin. Personne ne va te sauver de ton inconsistance quand personne ne regarde. C'est brutal, mais c'est ainsi. Ce que tu fais quand il n'y a ni récompense, ni témoin, ni quelqu'un attendant que tu prouves quelque chose, définit qui tu es vraiment. C'est là que toute la futilité de tes excuses se dévoile, où les ornements de l'auto-justification tombent et où la réalité de ta discipline se révèle. Beaucoup de gens feignent la force pendant que d'autres observent, mais s'effondrent à huis clos. Le problème, c'est que le monde ne se construit pas sur tes intentions publiques, mais sur les actes répétés dans l'anonymat. Si tu n'es capable de rester ferme que lorsque tu as un public, alors tu n'es pas fort. Tu es juste un acteur sans spectateur. Et en 2026, la réalité engloutit les acteurs. La cohérence sans témoin est la base de toute transformation qui en vaut la peine. Car là, il n'y a ni applaudissement ni critique, juste le poids de ta parole contre ta propre paresse mentale. L'auto-tromperie fleurit dans ces moments solitaires où personne ne te demande rien, et toi, au lieu d'agir, tu négocies avec ta faiblesse. Chaque fois que tu remets une décision à plus tard, parce qu'aujourd'hui ça n'a pas d'importance, chaque fois que tu relâches tes standards quand personne ne te regarde, tu entraînes le muscle de la médiocrité. C'est confortable de dire que demain oui, que lundi tu commences, que juste cette fois tu te permets un écart. C'est ce que fait la moyenne. La moyenne se donne des permissions secrètes et ensuite se demande pourquoi sa vie ne change pas. Il n'y a pas de raccourci. La cohérence est inconfortable, lourde, rugueuse. Mais c'est aussi le seul chemin qui durcit ton caractère jusqu'à le rendre indestructible. Si tu cherches des résultats différents, commence à exiger de toi-même la même chose dans l'obscurité que dans la lumière. Personne ne va te féliciter pour ce que tu fais seul, personne ne saura combien de fois tu as choisi le chemin difficile quand il était plus facile d'abandonner. Mais ce coût est le même. Chaque décision silencieuse est un investissement ou une fracture dans ton caractère. Si tu cèdes par paresse, par confort ou à cette petite voix qui t'invite à être moins, tu hypothèques ton propre respect. Ton véritable progrès ne dépend pas de qui te voit, mais de ce que tu choisis de faire quand la seule conséquence est ton propre avis sur toi-même. Si ton identité ne tient que lors des bons jours ou sous le regard des autres, tu es faible. Il n'y a pas d'autre mot. Le respect qui compte se construit dans le silence. Cohérence sans témoin. Fais-le inconfortable, fais-le difficile, fais-le même si personne ne le remarque. Parce que si tu n'es discipliné qu'en présence des autres, tu ne seras jamais maître de toi-même. 6. Ne justifie pas tes erreurs, corrige-les. Il n'y a pas de manière élégante de le dire. Justifier tes erreurs est un piège mental qui te maintient exactement là où tu es. Le cerveau apprend vite à construire des défenses chaque fois que tu échoues. Le mécanisme d'autocompassion s'active et tu commences à fabriquer des arguments pour ne pas ressentir le poids de tes propres décisions. Tu te dis que c'était l'environnement, la malchance, la fatigue, la pression. Mais la réalité est qu'à ce moment-là, tu choisis de protéger ton ego plutôt que de corriger le cap. Cette habitude, si commune et si acceptée, est la raison pour laquelle tant de gens stagnent. Ils préfèrent l'anesthésie de l'excuse à la douleur brève, mais nécessaire d'accepter qu'ils ont échoué et qu'ils doivent se corriger. Je le sais parce que nous l'avons tous fait, à un certain niveau. Personne ne veut se voir comme faible, dispersé ou incapable. Alors, il élabore une narration qui réduit sa responsabilité et par conséquent aussi sa possibilité de changement. Il y a un prix caché derrière chaque justification. Le prix est que tu deviens incapable de t'améliorer. Plus tu passes de temps à expliquer pourquoi tu n'as pas pu, moins il te reste de force pour faire ce qui compte vraiment. Ajuster, apprendre, grandir. L'auto-tromperie se nourrit de récits internes qui t'absolvent pour aujourd'hui, mais te condamnent à répéter les mêmes erreurs demain. Si tu laisses la justification devenir le filtre à travers lequel tu regardes tes chutes,
tu deviens l'otage de tes propres histoires. Il n'y a pas de progrès lorsque l'énergie est investie à défendre l'échec au lieu de travailler dessus. Corriger, en revanche, est un acte inconfortable. Cela oblige à revoir tes décisions, à affronter l'inconfort d'admettre que tu aurais pu faire mieux. Mais cet inconfort est le seul espace où naît la véritable croissance. La tentation de te justifier est toujours immédiate. Elle surgit dans l'esprit comme une réaction automatique. Tu cherches des raisons externes, tu minimises l'erreur, tu essaies de te convaincre que c'était inévitable. Mais si tu as le courage de rester un moment de plus dans cet endroit inconfortable, sans chercher des échappatoires rapides, tu commences à voir clairement quelle part de la responsabilité t'appartient et ce que tu peux ajuster. C'est là que le caractère se renforce, dans la capacité de regarder l'échec en face et de décider de ne pas le répéter. Reconnaître tes erreurs ne te rend pas faible, cela te donne du contrôle. La maturité consiste à briser le cycle de la justification et à transformer chaque faux pas en correction, non en excuse. La différence entre celui qui avance et celui qui reste est simple. L'un corrige, l'autre justifie. Le respect de soi ne se construit pas en défendant tes échecs, mais en les réparant. Si tu ne corriges pas, tu répètes. Si tu n'acceptes pas, tu te condamnes à vivre au même endroit. Tu n'es pas ton erreur, mais tu es responsable de ce que tu fais après avoir échoué. Fais-toi cette faveur. La prochaine fois que tu ressens l'urgence de te justifier, remplace-la par l'engagement de corriger. C'est ainsi que tu deviens vraiment fort. L'erreur que tu ne corriges pas te condamne à la répéter. La liberté se gagne chaque fois que tu décides d'affronter ta part et de l'améliorer. Pas lorsque tu apprends à la défendre devant les autres. 7. Concentre-toi sur le présent, pas sur le bruit. Ton téléphone vibre dans ta poche pendant que tu travailles. Ce n'est pas urgent, mais l'envie de regarder est immédiate. Tu ouvres l'écran, vérifies des messages, sautes sur une notification, et tu finis par naviguer sur quelque chose qui ne t'intéresse même pas. Quand tu reviens, 20 minutes se sont écoulées et la concentration n'est plus la même. Derrière ce geste se cache une chaîne de causes et d'effets. L'environnement numérique et social est conçu pour capturer ton attention et la disperser en 1000 fragments. Chaque interruption, chaque petite distraction te vole la capacité d'être présent et, ce qui est pire, installe un schéma de dispersion mentale qui se répète dans tout ce que tu fais. Le résultat n'est pas seulement une tâche inachevée, mais un esprit affaibli par l'habitude de sauter d'un stimulus à l'autre sans construire de profondeur dans quoi que ce soit. Ainsi, le focus s'érode, non pas à cause de grands échecs, mais à cause de 1000 petites coupures qui t'éloignent de l'essentiel. Le piège du présent fragmenté a plusieurs couches. D'abord, l'esprit s'habitue à fonctionner en mode réaction, attentif à tout ce qui se passe à l'extérieur, incapable de soutenir une tâche, une conversation ou même une pensée complète sans ressentir l'anxiété de ce qui pourrait se passer ailleurs. Ensuite, cette dispersion se transforme en frustration. Tu réalises que tu avances peu, que tu commences beaucoup de choses, mais que tu approfondis rarement quoi que ce soit, et ta confiance s'érode parce que le véritable progrès exige de la continuité, pas des sauts constants. Enfin, l'illusion s'installe que le problème vient de l'extérieur, de la quantité de stimuli, alors qu'en réalité, le filtre est interne. Il n'est pas possible de contrôler le monde, mais tu peux entraîner ta capacité à être présent et protéger ton attention contre la demande constante de l'irrélevant. La décision stratégique est simple, mais inconfortable. Réduire l'accès au bruit, construire des espaces sans interruption et prioriser ce qui est sous ton contrôle direct. Cela signifie cesser de négocier ton temps avec chaque notification, apprendre à ne pas répondre à ce qui ne mérite pas ton énergie et entraîner l'esprit à revenir, encore et encore, à ce qui compte vraiment. Le présent est un muscle qui s'atrophie si tu le laisses entre les mains de l'environnement. Les personnes fortes ne sont pas celles qui résistent au chaos externe, mais celles qui dominent la direction de leur attention. Domine ton attention ou l'environnement la dominera pour toi.
Choisis chaque jour entre la profondeur et la dispersion, car c'est la véritable bataille du présent. L'année ne va pas devenir plus facile. Ton focus peut devenir plus fort. Élimine ce qui ne compte pas et entraîne ta présence comme si ta vie en dépendait, car au fond, elle en dépend. 8. Apprends à dire non sans culpabilité. J'admets que dire non pèse encore sur mon corps, comme si chaque refus était une petite trahison. Je le ressens quand on m'invite à quelque chose que je ne veux pas, quand on demande une faveur qui interrompt mon rythme, quand l'agenda se remplit d'engagements que je n'ai pas choisis. Je bouge les lèvres, j'hésite, ma gorge se tend, ma main hésite sur le téléphone avant d'écrire un message qui sonne aimable, mais pas trop froid. À l'intérieur, la culpabilité s'installe rapidement. L'image de l'autre personne déçue apparaît, la sensation de mal faire, celle de perdre quelque chose d'invisible chaque fois que je mets une limite. C'est un mécanisme appris, presque automatique. Je cherche à adoucir le refus, à le compenser, à me justifier pour ne pas porter ce poids inconfortable que laisse le non. Et pourtant, chaque fois que je cède pour éviter ce malaise, la facture arrive ensuite. La journée saturée de tâches des autres, l'énergie drainée dans des conversations qui ne m'apportent rien, le mauvaise humeur qui se cultive en secret quand je deviens spectateur de mon propre agenda. Le problème est pratique et concret. Dire oui par réflexe est une habitude qui s'entraîne avec des années de complaisance, d'évitement des conflits, de peur du rejet. On le voit dans les gestes, le sourire forcé pendant que tu acquiesces, le dos un peu plus courbé en acceptant ce que tu ne veux pas, le bref soupir quand tu raccroches et que tu te rends compte que tu as encore dit oui pour ne pas te compliquer la vie. Mais la vraie complication commence après, quand la vie se remplit de tâches et de relations que tu n'as pas choisies, quand ton temps se fragmente et que la frustration grandit, parce que la direction de tes journées n'est plus décidée par toi. C'est ça la véritable dette. Chaque oui inutile est un paiement anticipé de ton énergie future. Il faut apprendre à identifier ce point exact où ton besoin de plaire sabote ton respect de soi. Ce n'est pas une question de devenir égoïste ni de vivre isolé, mais de comprendre que ta capacité à apporter quelque chose au monde dépend d'abord de protéger tes ressources internes, temps, attention, énergie. Personne ne protège tes limites si tu ne le fais pas. L'habitude de dire non sans culpabilité est un entraînement inconfortable, mais essentiel. Commence par le petit. Le message auquel tu ne réponds pas immédiatement, l'invitation que tu refuses poliment mais sans te justifier, la tâche que tu laisses passer, même si quelqu'un s'attend à ce que tu te sacrifies. Cela se sent rugueux, comme si tu rompais une ancienne habitude, mais c'est là que ta direction se renforce. Une personne qui ne sait pas dire non devient la ressource de tous, sauf l'architecte de sa propre vie. Tu n'as pas besoin de donner de longues explications, ni de déguiser tes limites en excuses. Le non est une phrase complète. La liberté que tu cherches à l'extérieur commence par la capacité de protéger ton temps de ce qui n'apporte rien. Dire non n'est pas fermer des portes, c'est choisir celles que tu ouvres vraiment. Le respect de soi pèse plus que l'approbation rapide. Personne ne défendra ton agenda pour toi. Si tu n'apprends pas à dire non, tu finiras par vivre la vie que d'autres choisissent. 9. Utilise la douleur comme entraînement quotidien. La douleur n'est pas un accident, c'est l'impôt quotidien de l'existence véritable. Il n'y a pas de raccourci ni de trucs mentaux qui puissent dissoudre cette taxe. Chaque jour apporte son propre lot d'inconfort, de petites gênes et de douleurs plus grandes. Et la plupart des gens passent leur vie à se battre avec la réalité, cherchant une anesthésie dans les distractions ou des excuses bon marché. Cette habitude enfantine de fuir l'inconfort te rend faible jusqu'à la moelle. Celui qui fuit la douleur finit par la payer avec des intérêts, anxiété chronique, frustration constante, incapacité à supporter le moindre poids de ses propres journées. La vérité est brutale et sans filtre. Chaque fois que tu rejettes la douleur, tu rejettes aussi l'opportunité de te durcir, de peaufiner ta direction, de devenir quelqu'un capable de résister à ce qui vient. Je te le dis en face, la douleur ne se négocie pas, elle s'entraîne.
Veux-tu savoir pourquoi tant de gens abandonnent face au premier obstacle? Parce qu'ils n'ont entraîné que le confort. Ils se lèvent et cherchent le chemin le plus court, vers le plaisir, l'évasion, la gratification instantanée, puis se demandent pourquoi leur caractère se fracture à la moindre contrariété. La douleur que tu évites aujourd'hui se transforme en faiblesse pour demain. C'est aussi simple que cela et aussi cruel. Il n'y a pas de mérite à supporter le agréable. Le respect de soi se forge dans la capacité à rester lorsque tout en toi crie de fuir. Chaque jour t'offre des exercices gratuits. La conversation inconfortable que tu évites, l'entraînement physique que tu remets à plus tard, le projet que tu ne termines pas parce qu'il te pèse, la discipline qui te dérange.